je ne peux pas cacher ma hâte. Alexandre de Galzin, allez-vous enfin nous parler de Macron, ce chef-d'œuvre de l'humanité ? Richard, voyons, nous sommes à l'antenne et vous devez oublier le fait que vous devez cacher le fait que vous êtes vendu au système. Ursula von der Leyen nous fait des dents pour incarner une fausse opposition qui ne parle pas des vrais sujets. C'est pour ça que nous parlons toujours des faux sujets donc qui n'intéressent pas les Français, comme l'immigration, l'insécurité, les déserts médicaux, l'appauvrissement généralisé. Entre nous, nous savons très bien que les Français ne s'y intéressent pas. Vous voulez dire qu'il va falloir parler des vrais sujets comme le Frexit, les Kinder offerts au vieux pape François et les mouchoirs du président ? Mais enfin, Richard, de quoi parlez-vous ? Bien sûr que non, la première préoccupation des Français, c'est l'abolition du Code noir. Ah oui, Alexandre, je sais que vous êtes anti-moderne, mais là quand même l'abolition du Code noir, ça fait un peu ancien régime pour le meilleur et pour le pire. Vive le roi d'ailleurs. Mais, vive le roi, c'est pas du tout le sujet. Richard, je sais pas pourquoi vous parlez de ça. Non, en fait, comme je vous le disais, ce dont je voulais vous parler, c'est de l'abolition du Code noir qui va enfin être décidé. Oui, c'est tout ce qui est le plus officiel, chers auditeurs. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur le sujet. Alors, évidemment, j'imagine que vous, ça va vous gêner. Alors, qui en vrai petit Voltaire avait sûrement investi dans le bois d'ébène ces dernières années, mais tous vos coups de fouet et vos circonvolutions rhétoriques pour renverser la controverse de Valladolid n'y feront rien, Richard. Face à vous, il y a François Bayrou. Et François Bayrou mettra fin à l'esclavage dans les colonies françaises, comme le fit le bon roi Louis X le Hutin sur le sol de France 7 siècles plus tôt. Esclaves de France et de Navarre, réjouissez-vous. Alors Alexandre, je ne sais pas ce qui me désespère le plus, d'être faussement accusé d'être esclavagiste ou d'être comparé à Voltaire, mais est-ce que vous pourriez nous parler d'un sujet un tout petit peu plus actuel ? Vous avez bien raison, Richard, parlons de l'affaire Dreyfus. Alors, on a déjà gagné 2 ou 3 siècles, c'est pas mal. Bon... Là, je crois que vous n'y êtes pas du tout, Richard. Cette fois-ci, ce n'est pas François Bayrou, mais Gabriel Attal qui est sur le coup. Grâce à lui, le capitaine Dreyfus verra son honneur lavé. Lui que d'infâmes Drummond et autres Cavaignac avait traîné dans la boue jusqu'à Cayenne. Oui, l'œuvre de Bernard Lazare, de Zola et de Péguy a trouvé son héritier en Gabriel Attal, car je vous le déclare, il a déclaré vouloir promouvoir Dreyfus au grade de général de brigade à titre posthume. Après tout, c'est tout ce qui est de plus juste, et tant pis si ça cloue le bec aux anti-Dreyfusards comme vous. Bon, alors, passons à autre chose, je ne voudrais pas être responsable de la fermeture de la radio. Oui, pardon, alors je change de sujet, comme je vous l'avais promis, je vais vous parler d'Emmanuel Macron, donc aujourd'hui. Nous en avions parlé un petit peu cette semaine, mais le président de la République avait donné durant 3 bonnes heures une interview ce mardi soir à TF1. Et est-ce que vous savez, Richard, ce qu'il fallait retenir de cet entretien ? Que Emmanuel Macron est vraiment nul. Non, Richard, ça fait très longtemps qu'on le savait. Plus important encore, nous avons appris qu'Emmanuel Macron savait tout, mais ne servait à rien. Et dites-vous que tout ça, ça va durer encore 2 ans. Oui, 2 ans encore, presque jour pour jour, à avoir à la tête de l'État un petit singe, voilà, qui n'a pas de bras et qui nous crache régulièrement du haut de son cocotier. Alors, nous parlerons de singe un peu plus tard, vous verrez, chers auditeurs. Mais en attendant, restons sur le président. Alors, bon, comme il ne sert à rien, je me suis demandé à quoi on pouvait bien employer Emmanuel Macron. Alors, Richard, j'imagine que parmi la dizaine de résidences secondaires que vous possédez, il y en a bien une qui a un jardin. Mais on avait dit qu'on ne parlerait pas de mes investissements, mais effectivement, il y a des jardins. Alors, c'est parfait. Parce qu'Emmanuel Macron, regardez, il conserve une satisfaction béate malgré son inefficacité. Il peut tout à fait servir de nain de jardin. Oui, imaginez-le décorer agréablement une allée, faire peur aux taupes et sympathiser avec les fourmis. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron fait peur aussi. Alors, je vais trouver une seconde utilité dans vos jardins, Richard. Être un épouvantail. En effet, même les plus noirs corbeaux n'oseront plus s'approcher de vos hectares de forêt. Même les sangliers fuiront les alentours, ils auront peur qu'Emmanuel Macron les taxe ou leur demande d'aller à Koursk. Mais ce n'est pas tout. Emmanuel Macron peut servir à bien d'autres choses. Par exemple, son inclinaison particulière envers les vieilles choses flétries le pousserait par exemple vers le métier d'artiquaire, voire d'archéologue. En fait, est-ce qu'Emmanuel Macron ne serait pas l'Indiana Jones français ? Après tout, on l'a récemment vu au Caire, il se trimballe toujours avec une momie et il dit que son plus grand ennemi, c'est les nazis. Alors, après tout, pourquoi pas ? Bien sûr, on peut aussi penser à une carrière d'acteur manquée, reprendre un travail de banquier, mais sa passion semble ces temps-ci d'adorer plus que jamais ne rien faire en parlant énormément. Alors peut-être pourrait-on lui proposer un poste de Bernard-Henri Lévy qui devrait se libérer dans les années à venir. Si je comprends bien, Alexandre, entre ces histoires de code noir, d'affaires Dreyfus et d'archéologie, en fait, il se passe jamais rien en France. Oui, Richard, effectivement, dans la France où Macron rêve debout, il ne se passe jamais rien, tout est ennuyeux et fade. On va nous déterrer des conventions citoyennes, des référendums sur des sujets inintéressants, de vieilles choses dont globalement on n'a absolument rien à faire pendant que le pays s'effondre. C'est un peu comme si, durant le naufrage du Titanic, l'équipage s'était mis à débattre de repeindre la cabine du capitaine en rouge ou en bleu. D'ailleurs, on s'ennuie tellement que le seul sujet qui nous remue un peu ces temps-ci, et vous l'admettrez, hein, ça se passe même à l'antenne de Ligne Droite, c'est l'euthanasie.
Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Mais memento mori, parce qu'on te fera comprendre que tu es un poids pour la société quand même. C'est moins gênant, visiblement. J'en profite d'ailleurs un peu plus sérieusement pour glisser une hypothèse de mon cru. Si les vieux macronistes, socialistes et autres progressistes humanistes sont aussi, ça fait beaucoup de istes d'ailleurs, sont aussi peu dérangés par le vote de l'euthanasie aujourd'hui, c'est parce que la fin de vie commence à l'EHPAD. Alors, je vais expliquer rapidement sur le sujet, mais ces vieux-là sont si seuls qu'à partir du moment où ils ne peuvent plus partir en croisière ou sur la côte almafitaine, parce que leur corps ne leur permet plus, pour des raisons logiques, eh ben, ils se sentent déjà mourir dans ces froides et blanches résidences où avant même que la mort ne vienne les cueillir, elle habite déjà un peu leur cœur. Mais bon, dans tous les cas, l'euthanasie passera malgré tous nos combats, alors je vous propose qu'on déprime un petit peu tous ensemble. Mais, Alexandre, vous nous parliez de singes tout à l'heure et d'un sujet qui a l'air absolument capital. Si on met 100 hommes face à un gorille, que se passe-t-il ? Alors, la transition, depuis l'euthanasie, ce que vous faites, Richard, est absolument lunaire. Enfin, je ne sais pas comment je vais pouvoir raccrocher à ça, mais bon, et je me suis renseigné, la réponse n'est pas nécessairement évidente. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que on aurait d'un côté un gorille à dos argenté d'environ 200 kilos, mâle, voilà, et face à lui, une centaine de jeunes hommes beaux, intelligents, modestes. Un peu comme vous, Alexandre. Bah non mais c'est très gentil pour ce compliment. Merci beaucoup pour ce compliment très spontané de votre part, Richard. Très aimable. Je dois avouer que je suis un petit peu confus. Merci. Je vous en prie. En plus, j'oublie certainement beaucoup de vos qualités, en fait. Bah non mais c'est super sympa. Enfin, décidément, c'est vraiment ma journée. Je m'en sors très bien. Merci. Je vais essayer de reprendre, mais c'est très aimable de votre part, vraiment. Alors. Reprenons donc 100 hommes face à un gorille. Eh bien, beaucoup se sont exprimés publiquement sur le sujet, pensant que le gorille à dos argenté l'emporterait. Alors, effectivement, on vous l'accorde, l'animal est massif, il fait particulièrement peur une fois enragé, et rendez-vous compte de la force de sa mâchoire et de ses bras, il pourrait soulever apparemment 800 kilos à lui seul. Pourtant, d'autres personnalités, comme par exemple le député insoumis Antoine Léaumont, se sont rangés dans le camp des anti-gorilles, et on va l'écouter. Moi, je fais une analogie avec le capitalisme, parce que le gorille, c'est le capitaliste. Et la première chose qu'il va essayer de faire le gorille, c'est de nous diviser. Donc, premier truc qu'il fait, c'est d'en payer certains avec plein de bananes, tu vois, pour essayer de les diviser, pour que les mecs qui ont plein de bananes, ils se mettent à défendre le gorille qui leur a filé les bananes, plutôt que de défendre les potes et d'aller attaquer le gorille. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le gorille, le premier truc qu'il va faire, c'est créer des médias pour essayer de nous diviser entre nous, pour dire « Oh là là, regardez, il y en a 10 là-bas, c'est des musulmans, ou bien c'est des juifs, ou bien c'est des je sais pas quoi, ils sont étrangers, regarde lui, il est sous OQTF, etc. » pour qu'on se batte entre nous, plutôt que d'essayer de se mettre tous ensemble pour se battre contre le capitalisme. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un intérêt majeur, comme vous pouvez le voir, le député insoumis, quand même, Antoine Léaumont prend position sur le sujet, Richard, au début, j'avais l'impression que c'était n'importe quoi, et pas du tout, c'est de la véritable actualité insoumise. Et bien sûr, c'est de la politique majeure, en fait, il faut parler des vrais sujets, je suis désolé, je le disais, mais... Donc, maintenant, j'imagine que vous brûlez d'envie, tous, de savoir mon opinion sur le sujet. Alors, le premier point, c'est que ce que n'explique pas Antoine Léaumont, c'est que dans son scénario, les 100 hommes battent peut-être le gorille, mais se retrouvent ensuite à mourir de faim à force d'avoir nationalisé les bananiers et d'avoir réservé les bananes à la République socialiste bananière. Et puis Antoine Léaumont n'explique pas non plus que les humains tentant de sympathiser avec le gorille seront envoyés au goût la banane. Et pardon de le rappeler, non, le premier réflexe d'un gorille qui doit combattre son homme, c'est pas de créer des médias. Quant au combat en lui-même, un expert en primates s'est récemment exprimé sur le sujet en expliquant que 30 hommes en fait suffiraient à battre un gorille. Alors, quels enseignements doit-on tirer de cette vérité scientifique ? Alors, il ne faut pas vendre la peau de la banane avant d'avoir tué le gorille, déjà. Ensuite, les robespierristes sont bien moins malins qu'ils ne le pensent. Enfin, dernier enseignement, j'espère sincèrement que l'actualité va bientôt bouger, qu'il va se passer quelque chose enfin, que l'Inde et le Pakistan vont se mettre sur l'orable ou je ne sais pas quoi, parce que pour en être réduit à parler de gorilles, d'affaires Dreyfus et de code noir, c'est vraiment que l'actualité est une très très vague notion et qu'on s'ennuie. En tout cas, celle de Macron. Merci beaucoup, Alexandre de Galzin.